Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez dire si vous m'entendez correctement? En tout cas, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Ok, nickel, merci pour les réponses. Est-ce que vous êtes chaud? Parfait, je vais commencer alors. Pour introduire cette présentation, j'ai parlé des shellcodes. C'est un terme que vous connaissez peut-être ou vous découvrez totalement. Dans tous les cas, ce tool qui fait un peu pour tout le monde. Donc soit être totalement néophyte ou soit être un peu expérimenté. On va petit à petit en fait voir qu'est-ce que c'est qu'un shellcode, pourquoi on utilise des shellcodes et aussi voir quels obstacles on peut rencontrer en exploitant une vulnérabilité sur un programme en C typiquement. Et on va voir aussi d'autres petites surprises. Donc pour commencer, un shellcode, qu'est-ce que c'est? Grossièrement, c'est passer de ce qui est à gauche là, cet amas d'octets en hexin, à un shell ou toutes sortes de joyeuseries. Pour faire ça en fait, c'est simple. Tout d'abord, je vous mets une petite définition de wiki. Un shellcode est une chaîne de caractères qui représente un code binaire exécutable. Donc, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va voir petit à petit les termes chaîne de caractères, pourquoi c'est une chaîne de caractères, et ensuite pourquoi c'est un code binaire qui est exécutable. Si on en pratique, en fait, un shellcode, c'est tout simplement une suite d'instructions en assembleur qui, une fois assemblée, va donner lieu à du coup des instructions qui vont être exécutables par le CPU. On peut soit faire sous format ELF pour faire un exécutable, ou soit directement en chaîne d'octets, enfin une suite d'octets qui représentera toutes les instructions assemblées et qui seront compréhensibles par le CPU. Ouais, pas de souci, je vous enverrai les slides par mail ou je le mettrai sur Discord. Il n'y a pas de souci pour ça. Qui dit assembleur dit forcément que ça va être propre à un CPU en particulier, un set d'instructions. Évidemment aussi, comme on va abuser beaucoup des syscalls, donc des appels système, ça va être propre au système d'exploitation et à toutes les fonctionnalités qu'il offre. Mais ouais, à quoi ça sert? Pourquoi se prendre la tête à faire ce petit bout de code alors qu'on peut juste coder un programme en C pour popper un shell? La plupart du temps, ça va servir à obtenir un shell, distant ou non en fonction de ce qu'on veut faire. En fait, le but, ça va être d'injecter ce petit bout de code, cette petite chaîne d'octets, pour pouvoir faire exécuter du code qu'on a choisi à un programme vulnérable via l'exploitation d'une vulnérabilité de corruption de mémoire du style Stack Buffer Overflow, User Store Free, etc. Et le shellcode qui est exécuté, il dispose du même niveau de privilège que le programme corrompu et qui exécute notre code. Donc ça va être intéressant. Donc typiquement, si on a affaire à des binaires setuid, pour voler en quelque sorte les privilèges de ce binaire et faire plein de choses. Pour remettre à zéro un peu tout le monde sur les Stack Buffer Overflow, donc qu'est-ce que c'est? C'est quand en fait on va venir déborder d'un buffer d'une taille fixe et écraser des données qui sont potentiellement critiques pour le programme. Donc là, typiquement, on voit un beau buffer overflow avec la fonction strcopy, qui est une fonction à chasser de tous vos programmes en C. Si vous ne connaissez pas la taille évidemment de l'entrée de la source. Et là, en fait, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? On va pouvoir réécrire des données qui sont utilisées en interne par le code assembler qui est derrière. Et on va pouvoir basiquement détourner complètement le flux d'exécution du programme. Pour schématiser un petit peu, j'ai honteusement volé le schéma qui est très bien fait de Pixis. Donc je vous ai mis la source ici, c'est un très bon blog si vous voulez vous renseigner sur tous ces domaines. Dans la stack, il y aura notre buffer qui sera alloué. Et quand on va venir le remplir et du coup déborder, on va venir écraser ce qui se trouve après. Donc c'est EBP, donc là c'est la base de la pile. Et ensuite le plus intéressant, EIP. C'est parce que en fait quand on va retourner d'une fonction, il faut bien qu'on sache d'où on vient et où jumper ensuite pour retourner dans la fonction appelante. Donc en fait si on déborde là, on va venir corrompre cette EIP. Et donc du coup si on peut modifier ce qui est ici, on peut mettre une adresse. Et cette adresse, on peut la faire pointer vers notre code pour ensuite qu'il soit exécuté. Une grande problématique, entre guillemets, est que ça nécessite que la pile soit RWX, c'est-à-dire qu'il faut que on puisse lire dedans, écrire dedans et exécuter le code qui s'y trouve. Donc ça, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore la protection NX qui permettait de empêcher
qu'une section soit écrivable et exécutable. Donc ça arrive sur certains programmes qui sont assez vieux où on peut aussi les activer via une option de compilation. Donc aussi, pourquoi en écrire nous-mêmes alors qu'il y a des banques de shellcode sur internet, typiquement je pense à Shellstorm, etc., qui proposent plein de shellcode. Bah déjà le premier but qui est assez basique, c'est comprendre comment sont faits et avoir un peu d'intérêt pour l'ingénierie des shellcodes entre guillemets. Ensuite, c'est pour pouvoir débugger plus facilement un exploit. Typiquement, bah, si on va copier-coller un shellcode depuis internet sans savoir ce qu'il fait et que ça marche pas avec l'exploit, bah, on va pouvoir utiliser un debugger pour voir instruction par instruction qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Tu peux bypasser la protection NX, modifier les caractéristiques RWX en cours de programme. Ouais, tout à fait, je vais en parler un peu plus tard à la fin de ce talk, mais on va voir tout ça. D'abord, on commence crescendo histoire de pas perdre tout le monde au premier slide, ce serait pas mal. Et voilà, et ensuite, bah évidemment, pourquoi pas? Parce que ça introduit à un set d'instructions particulier, ça fait découvrir une nouvelle architecture CPU avec toutes les spécificités qui s'en suivent. Et ensuite, bah, pour le fun, puisque franchement, c'est un process qui est assez cool, c'est comme du dev un peu, mais appliqué à la sécu. Alors, ensuite, comment on fait? Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, pour tout quasiment en informatique, il faut de bons outils, notamment bah, un assembleur, c'est ce qui va permettre de transformer notre code assembleur qu'on écrit nous en suite d'octets qui sera compréhensible par le CPU. Ensuite, la suite binutils qui va permettre de jouer un petit peu avec les formats binaires qu'on va générer. Un debugger, donc là ça c'est bien pour bah, si on a des bugs dans notre shellcode pour pouvoir le débugger, pour pouvoir fixer tout ça. Un éditeur de texte tout simplement. Et de la patience puisqu'on va voir que des fois c'est pas si facile que ça. Cette présentation est valable pour Linux, mais il y a des outils qui sont similaires aussi sous Windows et c'est un peu le même principe. Il faudra juste s'adapter en fait avec ce qu'offre Windows en tant que fonctionnalité. Donc du coup, le cœur d'un shellcode, en fait, ça va pas être des instructions simples, ça va être vraiment les appels système. Donc je vais faire aussi un rapide rappel sur ce qu'est un appel système. Typiquement, le système d'exploitation va offrir des fonctionnalités à l'utilisateur qui vont lui permettre en fait de ne pas avoir un niveau de privilège élevé pour faire des actions privilégiées. Donc c'est-à-dire que nous, notre programme en userland, il va appeler write. Ça va passer par un wrapper dans la libc qui va lui appeler un appel système. Et c'est là qu'en fait que va se faire la transition entre l'user space, donc le mode non privilégié entre guillemets, et le kernel space où là donc c'est en ring 0 plus communément. Et c'est là où le kernel va vraiment pouvoir agir au niveau privilégié pour faire ce qu'on veut. Typiquement ça, avec un appel système execve, ça va permettre de gérer l'exécution d'un nouveau processus, etc. Donc typiquement si on veut lire un fichier, on peut prendre le bloc de gauche en C. Et on peut voir qu'on va utiliser trois fonctions qui sont disponibles dans la libc, donc open, read et write. Sauf que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ces fonctions, c'est en fait des wrappers qui vont s'adapter aux paramètres en fait que vous lui passiez et ils vont exécuter tout simplement un appel système derrière. Donc on peut voir ça si on utilise l'outil strace qui va permettre de tracer les appels système d'un process qu'on va exécuter. Donc là typiquement on va voir que le open ça va exécuter en réalité un open hat. Donc c'est un autre appel système qui fait la même chose que open, juste avec une petite spécificité au niveau du répertoire dans lequel on se situe. Il va ensuite exécuter un read, un write et ensuite un close. Donc on retrouve un peu le même pattern qu'on a en C. Ça va être utile aussi si on veut développer directement en C notre shellcode, qu'on va voir ce que ça donne et ensuite on l'implémente en assembleur. Donc voilà, sans ces appels système en fait on va rien pouvoir faire de gros avec notre shellcode si ce n'est peut-être modifier des emplacements mémoire dans la mémoire du process. Donc l'instruction syscall, donc c'est vraiment une instruction assembleur qui va en fait en fond, qui va déclencher une interruption au niveau du CPU et qui va permettre au noyau bah, de gérer cet appel système en fonction de ce qui se trouve dans le registre RAX. Donc ce registre RAX en fait ça va juste en fait au niveau du noyau il y aura une table des appels système qui vont référencer des fonctions qui vont pouvoir traiter ces appels système. Et le RAX en fait ça va être simplement l'indice à partir duquel il est dans la table. Donc c'est pour ça qu'il faut configurer une certaine valeur sur RAX pour spécifier le type d'appel système qu'on veut exécuter. Bah, typiquement, si on met RAX à 0, ça va être le sysread qui va exécuter. Et du coup, ces paramètres vont être en compte dans RDI, pardon, RSI, RDX. En X34, c'est la même convention d'appel qu'en userland, quand on appelle une fonction. Donc voilà.
Pareil, bah là je me suis inspiré de. Enfin, j'ai pris honteusement le tableau de Pix encore une fois, qui est très bien fait, je trouve. Mais vous pouvez retrouver cette liste un peu partout sur internet. Mais celle-là, je trouvais qu'elle était bien. Voilà, donc typiquement, si on veut exécuter un shell, ce qu'on veut au final, et ben il va suffire de mettre les bons paramètres en fait à execve. Et donc là, on se déplace dans le tableau à la bonne ligne. Donc là, ça va être 59 dans RAX. Ensuite, dans RDI, ça va être le file name, donc vraiment l'emplacement du binaire à exécuter. Ensuite, là, il y aura les arguments du programme. Et là, il y aura l'environnement. Donc bah nous, comme on s'en fout un peu d'avoir des arguments dans le programme ainsi qu'un environnement, on peut les mettre à nul. Ça va simplifier le process. Est-ce qu'un code assembleur en x86 fonctionne aussi en x64 ou c'est deux codes complètement différents? Bah en fait non, ça va être vraiment propre à un set d'instructions, mais il y aura des instructions qui seront similaires. Mais l'encodage d'une instruction x64 n'est pas forcément pareil qu'une instruction x86. Du coup, le CPU va peut-être faillir à décoder une instruction et à l'exécuter aussi. Aussi, des syscalls, au niveau des syscalls, on ne pourra pas utiliser l'instruction syscall en x86, mais il me semble qu'on peut utiliser l'instruction int x80 en x64. Enfin, bref, c'est des intercompatibilités avec Intel. Mais en général, il faut mieux avoir un shellcode propre à une architecture, comme ça au moins on n'a pas de soucis. Merci Baguette. Du coup, voilà, donc là en fait il va falloir positionner ces registres à ces valeurs-là. Donc bah là c'est un code assembleur assez simple qu'on va expliquer tout à l'heure. Enfin là c'est un peu fouillis, mais on voit littéralement qu'on a RDI qui va pointer vers binsh, RSI qui va valoir 0, RDX aussi, et notre RAX qui va valoir 59 pour spécifier le exec VE. Donc on l'assemble avec ces commandes-là, bon, vous pouvez retrouver sur internet aussi. Et du coup, le code binaire qui va être généré, on le voit ici grâce à ObjDump. Et on voit bien ici nos instructions qu'on a spécifiées dans notre shellcode. Donc là, bah, si on l'exécute en tant que ELF, il n'y a pas de souci, on voit bien qu'on a notre shell. Et si on trace les appels système, donc j'ai coupé un peu puisque c'est le loader ici qui fait sa tambouille, on voit bien qu'il y a le execve qui est exécuté avec bien ce qu'on avait défini avant. Donc ça, bah, c'est top pour nous. Et on commence à voir un peu se dessiner comment va agir un shellcode dans un process corrompu. Donc ouais, si on retourne avec notre programme vulnérable qu'on va pouvoir exploiter à l'aide d'un Stack Buffer Overflow, on peut voir que c'est la fonction strcopy qui va permettre en fait la vulnérabilité. Sauf que quand on va dans la doc de strcopy, on voit qu'elle va copier la string src dans dst jusqu'à l'octet nul. Donc en fait en C, il y a une convention comme quoi toutes les chaînes de caractères sont terminées par un octet nul. C'est ce qui permet de délimiter en fait. Et de connaître indirectement la taille via d'autres fonctions comme strlen. Et donc en fait, ces octets nuls, ça veut dire que la chaîne de caractères qui sera copiée, s'il y a un octet nul, elle sera coupée avant. Donc ça a une grande implication pour la conception de notre shellcode, puisque ça veut dire qu'on va avoir plein d'octets nuls dedans et que en fait, bah, quand ça va copier, ça va s'arrêter juste ici, ou au 68. Et du coup, bah, toute la suite du shellcode ne sera pas exécutée et ça va lamentablement crash, pardon. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'octets nuls ici, causés par ces deux instructions qui sont moveDXi 0 et moveDX0. On peut deviner en fait que c'est à cause de la valeur immédiate ici, donc qui est mise à 0, et que c'est le fait que ce soit sur un registre 32 bits, que là il y a 4 octets à 0. Et donc on va voir un petit peu comment corriger ça pour pas avoir de null byte dans notre shellcode. Donc comment mettre un registre à 0? Ça, la méthode ici, on met directement à la valeur 0 dans le registre, c'est une méthode, mais il y en existe plein. Si on reprend un petit peu les cours de mathématiques, on peut voir que le XOR d'une valeur sur une même valeur, ça va faire 0, ainsi que la soustraction, et ainsi que le modulo. Bon, généralement, on va utiliser le XOR puisque c'est simple à utiliser. Et aussi, bah, l'encodage de l'instruction est assez court. Donc si on est limité en taille, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Donc là, bah, nickel, on va modifier ces instructions pour mettre la valeur à 0 à nos registres. Et là, on peut voir que bah, ça marche comme prévu, et donc du coup, nos registres ont bien été mis à 0, sans pour autant avoir d'octet nul ici. Autre problème, on a encore des octets nuls un peu partout. Donc on en a en bas sur le MoveAX et on en a aussi en haut à cause d'ici la valeur immédiate qui prend que 7 octets et le 8ème octet du coup qui est l'octet de poids fort est mis à 0 automatiquement. Donc pour pallier au premier problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc globalement ce qu'on a dans la pile là, on va bouger une valeur dans RDI
et ensuite on va la mettre sur la pile, et ensuite on va mettre le registre de la pile dans RDI. Ça va permettre en fait d'avoir dans RDI un pointeur vers notre chaîne de caractères. Donc c'est comme si on avait un char étoile dans RDI. Sauf que moi en fait, ouais, comme c'est sur 7 octets, le slash bin slash sh, bah il y aura un octet nul qui va s'ajouter automatiquement. Sauf que bah on peut abuser du système de fichiers Linux, et d'ailleurs Windows si ça fonctionne, pour doubler le slash. Ça va être exactement pareil, mais sauf que comme ça, dans notre instruction, on met deux slash et on n'aura même pas à mettre d'octet nul. Donc c'est ce qu'on peut faire ici. Là on voit qu'on a deux slash. Et ensuite bah, on va pouvoir pousser un registre à 0 sur la pile pour terminer notre chaîne. Stack buffer overflow, ça veut dire qu'il y a des buffer overflow sans utilisation de la pile. Du coup, les buffer overflow hors pile ne reposent pas sur le remplacement de l'adresse de retour. Exactement. En fait, stack buffer overflow, ça s'exploite d'une manière assez générique, puisque ça va être dans une stack frame, ce qu'on appelle ça, c'est l'espace qui est alloué pour une fonction. Et dans cette stack frame, il y a forcément une adresse de retour de la fonction appelante, en fait, pour retourner à la fonction appelante. Il y a des buffer overflow un peu partout, ça peut être soit dans le tas, soit dans BSS, soit dans data, un peu partout. En fait, dès qu'il y a un buffer, dans une zone quelconque, il y aura peut-être un buffer overflow. Et ça s'exploite différemment en fonction des différentes sections où c'est présent. Si on reprend ici à notre shellcode, on peut voir que bah, là ça a bien fonctionné puisque du coup on voit plus aucun octet nul sur notre chaîne de caractères. Et du coup bah, on aura bien ce format là dans notre pile. Enfin, bah, il nous reste encore un petit problème, c'est que ici ça va prendre encore 3 octets nuls puisque les 3 octets de poids fort ici ils sont mis à 0. Donc ce qu'on peut faire en fait, on peut décomposer les registres en plusieurs, comment dire, en plusieurs tailles. Le AX par défaut ça va valoir 32 bits. Ensuite, on peut le split en deux avec du AX. Donc ça peut être ça ou AH. Non, oui, AX, pardon. Donc ça va être les 16 bits de poids faible. Et ensuite, on peut elle-même décomposer cette section en 2 fois 8 bits. Donc c'est soit les 8 bits de poids fort ou soit les 8 bits de poids faible. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est en l'occurrence, c'est l'octet de poids faible ici. Et donc du coup, on va pouvoir s'attaquer à AL. Et ça va avoir un impact directement dans l'encodage de l'instruction en prenant moins de place. Donc là, bah, finalement, on applique notre technique. Faut pas oublier aussi de mettre le registre à 0 puisqu'il se peut que le registre ait déjà une valeur dedans. Et si on modifie juste AL, bah, en fait, ça va conserver la valeur initiale du registre et ça va juste modifier bah, le bit de poids faible. Et ça va, du coup, notre registre ne va pas valoir forcément 0x3b. Donc c'est pour ça qu'on s'assure qu'il y ait une valeur nulle dedans. Donc là, bah, on voit que notre shellcode tout propre, il a aucun octet nul dedans et il est prêt à l'emploi pour exploiter notre buffer overflow. Donc là, on a vu le cas avec strcopy qui est aussi valable avec strncopy. Donc c'est parce que le caractère de fin d'entrée en fait ça va être l'octet nul. Mais il existe d'autres fonctions comme par exemple read, get, save, getS ou encore scanf avec le formateur pourcentage %s. Donc read, get, save, getS, etc. ça va être un retour à la ligne le caractère de fin. Donc ça veut dire qu'il faudra éviter le plus possible d'avoir un retour à la ligne dans notre shellcode. Et les fonctions scanf aussi, bah, il va falloir, comme ça se sépare avec un espace, et aussi un retour à la ligne indirectement, va falloir éviter ces trois caractères si on veut être le plus universel possible. Donc ouais, comment écrire un shellcode universel qui va marcher, peu importe si la fonction d'entrée c'est un strcopy, un getS ou un scanf. Déjà de 1, ça doit être indépendant du contexte d'exécution, ça veut dire qu'en fonction des registres déjà présents dans le programme, il ne faut pas se baser sur ces valeurs puisque d'un programme à l'autre ça peut être totalement différent. Et ça doit pouvoir fonctionner n'importe où. Ça veut dire que c'est du code qui est indépendant de sa position. Ça s'appelle PIC. Et ça va dire qu'on va se baser uniquement sur des offsets et pas sur des adresses absolues. Aussi, bah, comme je l'ai dit précédemment, cela ne va pas contenir de caractère interdit dans une entrée utilisateur pour pas que notre shellcode il soit coupé en plein milieu et que bah, toutes les instructions ne soient pas présentes. Et aussi, indirectement, il faut que ce soit le plus court possible puisque ça arrive que des entrées utilisateurs soient assez limitées en termes de taille. Par exemple, si on a juste 16 octets, ça va pas être assez pour notre shellcode en règle générale, mais il y a plusieurs techniques possibles. Donc là, on a vu sur x64, donc sur MD64, mais il y a bah, autant de shellcode possible que, enfin autant de sets d'instructions que de shellcode possible. Donc ici, on va se focus sur le risque 5. Donc du coup, ici, il n'y a pas d'instruction syscall, il y a une instruction qui s'appelle ecall et qui prend aucun paramètre. Et l'encodage de base de l'instruction,
c'est 3 octets nuls et 7.3. Sauf que nous on est bien emmerdé parce que comme on peut pas modifier l'encodage de l'instruction, et ben on va être obligé d'avoir ces octets nuls dans notre code. Et du coup, si on a une fonction du type strcopy, on ne pourra jamais passer notre shellcode et exploiter une vulnérabilité dans un programme. Donc là, on est un peu deg et on médite un peu. Et à un moment, on réfléchit, on se dit que, en général, si on exécute un shellcode, c'est qu'on est dans une zone de mémoire RWX, c'est-à-dire qu'on a pu écrire du code et qu'on a pu jumper dessus. Donc, on peut toujours modifier son contenu puisqu'il y a toujours le flag W qui est marqué. Et là, on peut se demander si on se modifier notre shellcode à l'exécution avec notre shellcode. Donc, c'est ce qu'on appelle le shellcode polymorphique qui va en fait muter à son exécution. Et donc, un des problèmes, c'est qu'il faut connaître l'adresse de notre shellcode, et si on respecte les principes que j'ai énoncés précédemment, il faut être indépendant de sa position en mémoire. Donc, on ne peut pas se baser sur des adresses prédictibles. Pour ça, plusieurs solutions. Il y en a une qui est assez connue et qui marche pas mal. Donc, ça nécessite qu'il y ait une pile valable, qu'on puisse utiliser la pile avec les instructions call et pop. Donc, en fait, call, quand on va l'appeler, cette instruction, ça va se découper en plusieurs sous-instructions. Ça va d'abord mettre à jour l'adresse de retour avec la prochaine instruction qui suit le call. Donc ça va permettre à la fonction appelée de pouvoir retourner tranquillement à la suite du code. Et aussi ça va modifier le pointeur d'instruction, donc le programme counter, en ajoutant en ajoutant x grossièrement, mais ensuite il y a plusieurs modes de jump. Mais je vous embête pas avec ça. Donc si on schématise un peu ça avec un petit schéma, euh, on peut démarrer notre shellcode en jumpant à une adresse qui est en bas de notre shellcode et ensuite réappeler l'adresse qui suit juste le jump. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que en fait, ça va mettre RA à la valeur qui suit le call. Et donc du coup, RA va se positionner à la fin de notre shellcode et on va pouvoir référencer des valeurs dans notre shellcode relativement à partir de RA. Donc là, on n'a plus le souci d'une adresse absolue, on peut directement se baser sur ça. Et donc on va faire jump, on va call ici, et du coup on va exécuter notre shellcode. Et ensuite, là, le principe c'est que ici on aura une valeur de equal qui sera un peu modifiée et qu'on va altérer à l'exécution pour reconstituer l'instruction equal. Et donc avec les null bytes, etc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut typiquement xorer la valeur de equal, puis la rexorer ensuite à l'exécution. Puisque comme en fait le XOR il s'annule si on XOR deux fois la même valeur, en fait si on fait RA-8 avec E une valeur qu'on choisit, ça va ensuite remettre, comment dire, remettre equal, l'instruction equal à son format initial. Donc par exemple, on peut prendre comme valeur pour E 0xFFFF qui est en -1 sur 32 bits. Donc ça c'est la valeur qu'on intégrera directement dans le shellcode. Donc cette valeur, on peut être sûr qu'elle n'aura pas d'octets nuls puisque les octets nuls seront xorés avec FFFFF. Donc on aura genre FFFFF avec FF xoré avec 7.3. Vous me dites si c'est pas clair ou quoi, puisque là ça rentre un petit peu dans le détail. Mais voilà, donc dans le shellcode, il n'y aura pas d'octet nul, enfin si on suppose que cette partie n'en a pas non plus. Mais c'est ensuite à l'exécution qu'on va venir xorer RA-8 avec FFFFFF. Et donc là, ça va remettre notre encodage de equal initial. Ouais, si vous savez pas ce que c'est qu'un XOR ou de l'hexa, ça va être un peu compliqué pour suivre la presse. Je vous conseille peut-être de la regarder en off avec les slides et avec Wiki à côté, pour être tranquillou. Donc si on schématise ça en risque 5, voilà le code il est un peu dégueu puisque, puisque j'ai mis des commentaires pas trop alignés et tout ça. Mais en fait ça va être ça. Donc là on va appeler notre label X, donc, enfin on va jumper dessus, et ensuite on va call le Y qui est avant. Donc ça va faire ça, et ensuite ça va call Y qui est là. Et ça va mettre du coup RA qui est égal à la valeur de X du label plus 4. Puisque c'est l'instruction qui sera du coup après. Et ça va ensuite jumper dans notre shellcode qui lui va s'occuper de charger -1 donc 0xFFF dans S0 qui va ensuite load S1 qui va non lire pardon la valeur de equal dans S1 qui va xorer S1 S0
et qui va ensuite storer le résultat de ce XOR bah, à la valeur initiale de RA. Donc c'est exactement ce qu'on a décrit plus haut avec nos formules. Et ça aura pour effet bah, de restaurer l'instruction eCall avec les null bytes dedans. Et donc c'est une technique qu'on peut utiliser pour bypasser ces instructions qui ne sont pas modifiables. Donc en pratique, voilà, si on assemble notre shellcode, donc avec un assembleur RISC-V, on va voir qu'il n'y aura aucun null byte dedans, alors que l'instruction eCall de base, il y avait 3 null bytes dedans, et c'était l'horreur. On peut tester ensuite, bah, parce que là, ouais, typiquement, on peut faire juste un appel système, mais ensuite, il n'y a rien d'utile dans shellcode typiquement, mais on peut le typiquement tester avec un exit. Donc là, même principe, on va regarder la table des syscalls pour le système d'exploitation. Et ensuite, on va bah, du coup mettre 42 qui est bah, le code de retour qu'on veut appliquer. Et ensuite 9.3 dans le rust asset qui va lui indiquer bah, le numéro de syscall à exécuter. C'est quel genre d'appareils qui ont une architecture RISC-V comme tu penses là? Ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, RISC-V c'est un set d'instructions. C'est un set d'instructions qui est libre et qui est ouvert. Ça a été aussi pour l'éducation, pour ce genre de choses. Mais n'importe qui est libre de faire son propre processeur RISC-V, donc ça peut être tout type de device. Je sais qu'il y a des cartes Raspberry-like qui sont sous RISC-V et d'autres choses qui vont arriver dans le futur, j'espère. Attention à la cohérence du cache d'instructions sur certaines architectures. Exactement, Tosh, je vais en parler juste après, il me semble. Oui, bah, j'en parle ici. Merci de me rappeler. Voilà, en fait, comme dit Tosh, certaines architectures, donc typiquement il y a ARM si je me trompe pas, il y a Arch64 et il y a bah, RISC-V aussi, c'est le cas. En fait, ils vont avoir des caches au niveau du CPU qui vont avoir un cache de données et un cache d'instructions. Sauf que nous, en fait, quand on manipule les données dans un stack, typiquement, ça va être considéré comme de la donnée. Et donc, si on a du code qui se modifie automatiquement, ça va pas synchroniser le cache d'instructions, qui est en fait bah, les instructions qu'on va exécuter actuellement. Et donc, il va falloir en quelque sorte forcer cette synchronisation de cache pour que la modification de notre instruction soit prise en compte. Et donc là, en fait, c'est un petit trick ça va en fait utiliser un jump qui est sur l'instruction juste après, qui va forcer bah, cette synchronisation. Donc il y a d'autres techniques aussi sous ARM. Je dirais pas L-Type puisque c'est pas trop intéressant dans ce talk, mais il y a un petit challenge sur RootMe dont je tairai le nom qui est assez intéressant et qui est assez rageant. Et donc là, bah, si on exécute notre shellcode avec QEMU, puisque j'ai pas de device RISC-V sous la main, on peut voir que notre shellcode fonctionne bien, et que bah là on est content, on a fait notre beau shellcode sur Nullbyte et on peut essayer ensuite de faire d'autres types de joyeuseries du style River Shell, etc. Le cache d'instruction, non, je sais que sur Intel, X86 et X64, ça n'y est pas, à ma connaissance, mais après au niveau hardware, etc., peut-être qu'il y a des histoires comme ça. Mais en tout cas, je sais que sur ARM, c'est le cas, sur du hardware. Ou c'était, non, c'était sur QEMU, il me semble, enfin il y avait une histoire comme ça ou soit sous QEMU ou soit sur ARM, si on fait du code polymorphique, il faudra enfin, forcer la synchronisation du cache d'instruction. Donc ensuite, bon là on a vu un petit peu la base du shellcoding, donc on fait des appels système simples. Mais ensuite, si on veut aller sur quelque chose de plus avancé, il y a plein de domaines sur lesquels on peut travailler dedans. Donc typiquement, on va pouvoir encoder ou packer nos shellcodes, c'est-à-dire que si on veut passer outre un système de détection d'intrusion, qui match des signatures par exemple de shellcode, bah, on va pouvoir packer ce shellcode, c'est-à-dire en gros bah, soit le chiffrer ou soit le décompresser ou ce genre de choses, avec une clé qui va changer à chaque fois. Et ça, bah, en fait, ça va permettre d'avoir une signature tout le temps différente sur notre shellcode et de bah, passer la plupart des antivirus qui se basent sur les signatures. Sauf que bah, typiquement, c'est ce qu'on peut retrouver sur MSF Venom avec les types d'encodeurs, typiquement bah, Shikataganai, il y a le XOR, il y a toutes sortes d'encodages en fait qui vont permettre d'altérer le shellcode pour le décoder à l'exécution. Et donc là, ça abuse du polymorphisme aussi. Et donc, faudra pas oublier de prendre en compte le synchronisation de cache sur les architectures qui le requièrent. Ça dépend enfin, c'est un peu lié au processeur et l'archi, c'est l'architecture du processeur en fait. C'est comment il gère en interne l'optimisation avec les caches, etc. Ensuite, il y a les stagers. Donc, en fait, c'est des petits bouts de code en général qui vont permettre de charger une charge qui est beaucoup plus grosse
Typiquement, ça, c'est utile quand on a une petite zone d'entrée sur un buffer overflow et qu'on veut lire ensuite en deuxième stage, comme on appelle ça, un shellcode qui sera plus gros et plus complet. Donc voilà, on exploite le principe qu'on soit dans une zone mémoire RWX pour réécrire dans cette zone et profiter du privilège WX pour ensuite exécuter le second stage juste après notre shellcode. Ensuite, voilà, il se peut qu'il y a des entrées qui soient alphanumériques. Typiquement, bah, si on exploite des logiciels plus complexes, du style, je sais pas, des serveurs web ou autre chose qui font du parsing d'URL ou ce genre de choses. Et donc là, on va être obligé d'utiliser du shellcode alphanumérique pour pouvoir en fait passer le filtre. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué puisque logiquement, l'encodage des instructions n'est pas fait pour être alphanumérique. Enfin, le processeur, il s'en fout que ce soit de l'ASCII ou non, il veut juste avoir des octets sur lesquels il peut se référer. Donc en fait là ça va être une vraie gymnastique mentale pour voir quelles instructions seront affichables en alphanumérique ou non. Et donc là va surtout falloir se baser sur le contexte d'exécution, sur ce qui est déjà présent dans les registres par exemple, pour s'en servir et limite faire un stager en alphanumérique pour load ensuite un shellcode qui n'est pas contraint euh, par ces, euh, par ces contraintes. Aussi bah, il y a du shellcode en kernel land qui est utilisé. Typiquement si on fait du buffer overflow, et qu'on peut retourner en userland, donc ça implique qu'il n'y ait pas SMEP d'activer, et ben il va falloir en fait faire du shellcode comme si on était en kernel land. Donc c'est-à-dire qu'on a accès à des instructions qui sont privilégiées. Et donc là ça peut être une gymnastique totalement différente qu'un shellcode en userland où là on se sert exclusivement de syscall. Typiquement aussi sur de l'IoT ça peut être intéressant parce qu'on va pouvoir directement manipuler soit la DMA ou soit des périphériques externes. Donc c'est aussi quelque chose qui est cool. Il y a pas mal d'exploits, des full chain en général, qui sont sur GitHub ou autres, qui exploitent des shellcodes en kernel land. Et plein d'autres choses. Bon là en fait c'est libre à l'imagination. On peut imaginer un shellcode pas possible qui se sert de stager, qui download une autre stage, etc. Et tout ça, ça ce qui est important, c'est que tout ça, si on exploite une vulnérabilité, va runner dans le programme. Donc il n'y aura aucun fichier, ce sera fileless comme attaque. Et c'est ça qui est intéressant, ça va permettre de rester assez discret. Même s'il y a des solutions qui vont permettre de un peu détecter quand on va exécuter pendant un shellcode en mémoire. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Et donc de nos jours, comme dit au tout début de la conf, la mitigation NX est maintenant activée par défaut sur la majorité des compilateurs. Donc ça veut dire que tous les segments de data, de stack, etc., de heap, ne seront pas RWX, mais ils seront soit RW ou soit RX. Ça va empêcher d'écrire du code puis de l'exécuter juste après. Mais on peut toujours essayer d'obtenir une zone mémoire RWX via du rope ou autre chose si on exploite un buffer overflow. Et ensuite, on va appeler mprotect ou mmap pour allouer une zone ou modifier les permissions d'une zone. Et en CTF, c'est bien pratique les shellcodes, typiquement quand un binaire est durci avec des règles seccomp, car certains appels système vont être bloqués et faire une suite d'appels système un peu plus complexe en rope, c'est un peu chiant. Donc vaut mieux faire un mprotect pour jumper sur notre shellcode et ensuite on a la liberté de faire ce qu'on veut sans avoir besoin de gadgets exceptionnels. Donc voilà, il me semble que c'est bon. Dites-moi si vous avez n'importe quelle question, je serai heureux d'y répondre. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et petite news sur le CTF qui va commencer juste après. J'ai fait quelques challenges qui vont mettre en avant l'écriture de shellcode, donc vous pourrez vous entraîner directement après et essayer de flag un max. Il y a aussi des challenges dans la catégorie programmation sur RootMe qui vont permettre de pratiquer l'écriture de shellcode. Et donc c'est des challenges qui sont hyper cool et que vous pouvez essayer sans plus attendre. Ou attendre après le CTF si vous voulez participer au CTF bien évidemment. Voilà voilà. Bah merci beaucoup, ça me fait super plaisir en tout cas. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, j'ai pas trop bégayé, j'ai pas fait de la merde, comme on dit sûrement. Bah nickel. Ouais, si ce sera rediffusé enfin, il y aura des rediffusions en tout cas. Et si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à me PM sur Discord. Je suis dispo, vous me verrez mon compte dans le Discord de RootMe. Et vous pouvez me MP sans souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, bon bah je vous laisse pour chiller un peu, prendre un café, manger un bout, ce genre de choses. Et je vous laisse avec la prochaine conférence, du coup j'espère que vous l'apprécierez. Allez, à plus!